Bonjour à tous et bienvenue dans notre podcast sur le jardinage. Je suis Ingrid et aujourd'hui je suis accompagnée par Olivier. Bonjour Olivier. Bonjour Ingrid, ravi d'être ici et de parler d'un sujet qui me passionne particulièrement, les pollinisateurs au jardin. Voilà un sujet qui préoccupe effectivement beaucoup de jardiniers. Mais commençons par le commencement. Qu'est-ce qu'on entend exactement par pollinisateur ? Eh bien Ingrid, les pollinisateurs sont des animaux qui contribuent à la reproduction des plantes en transportant le pollen d'une fleur à l'autre. J'ai bien précisé animaux parce que par chez nous, ce sont surtout les insectes, mais dans des pays plus exotiques, ça peut être aussi des chauves-souris ou des petits oiseaux comme le colibri. Par chez nous, eh bien, on va avoir surtout les abeilles, les bourdons, mais aussi les papillons, certains types de coléoptères, quelques mouches, même des moustiques, et même les petites cirfes, qui vont participer au transport du pollen entre les fleurs de différentes variétés. Pour info, dans nos contrées, on sait que 85% de la pollinisation des plantes à fleurs est effectuée par les insectes sauvages, et seulement 15% par les abeilles domestiques. Contrairement aux abeilles domestiques, ces butineurs, c'est-à-dire l'ensemble de tous ces insectes, vont couvrir toutes les périodes de floraison, et certains, comme le bourdon, vont polliniser même par temps froid ou pluvieux, et surtout très tôt dans l'année. Intéressant en effet. Et pourquoi sont-ils si importants pour nos jardins ? Eh bien, les pollinisateurs jouent un rôle vital dans la production de fruits et de légumes. Sans eux, environ 75% des cultures alimentaires dans le monde seraient affectées. La plupart des plantes à fleurs ne pourraient tout simplement plus se reproduire sans pollinisateurs. Donc quasiment plus de fruits, plus de légumes dans nos assiettes. Les fruits à coque pourraient disparaître de notre quotidien, tout comme les protéagineux, comme les pois ou les fèves, ou les oléagineux, comme les olives et le colza ou les arachides. Fini aussi le chocolat alors ? Oui, et en plus fini aussi le café. Ça m'embête encore plus. Seuls subsisteront quelques cultures comme le blé, le maïs ou le riz, pollinisés par le vent. Mais les pollinisateurs contribuent également à la biodiversité en aidant les plantes à se reproduire, ça on l'a déjà dit. Mais ce n'est pas tout, car la nature est plutôt bien faite. En plus d'assurer la reproduction des plantes, les pollinisateurs assurent aussi le brassage génétique des végétaux, leur permettant ainsi de s'adapter à leur environnement, mais aussi de résister aux différents stress comme les aléas climatiques ou les maladies par exemple. Effectivement, on comprend mieux pourquoi leur rôle est si crucial. Mais alors, comment pouvons-nous attirer ces pollinisateurs dans nos jardins ? Eh bien, c'est plus simple qu'on ne le pense. On va d'abord planter ou laisser pousser des fleurs indigènes. Alors, les fleurs indigènes, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est tout simplement la flore, que ce soit des arbres, des arbustes ou des fleurs, qui poussent naturellement chez nous, et ce depuis des millions d'années. On va aussi éviter les pesticides, notamment les insecticides. Si on veut avoir des insectes, il vaut mieux éviter de les tuer. Et on va fournir quelques abris et surtout de l'eau. Par exemple, une petite mare dans le jardin, ce sera parfait. Les butineurs, en fait, ont besoin d'une très grande diversité de plantes à fleurs qui fleuriront une grande partie de l'année, soit, on va dire, de début février jusqu'à novembre, plus ou moins. Et bon également de favoriser des zones naturelles, d'aménager des haies champêtres, des bandes fleuries, mais aussi de loger les insectes en leur offrant des tas de pierres, du compost, des fagots de tiges creuses. Et pourquoi pas des hôtels à insectes ? Ah, les hôtels à insectes. Alors les hôtels à insectes, où on voit plusieurs abris pour les insectes, c'est très bien, mais d'un point de vue pédagogique, c'est-à-dire c'est parfait pour montrer aux enfants, aux grands enfants, quel type d'insectes on peut avoir dans ces abris-là et voir un peu comment ils évoluent. Mais je préfère ce qu'on appelle les hôtels à insectes monospécifiques, c'est-à-dire par exemple un petit hôtel à insectes qui va ne servir qu'à une espèce donnée, par exemple une bûche qu'on aurait creusée, percer des trous à l'aide d'une perceuse, ce sera très bien pour les osmies. Parce que si vous faites un grand hôtel à insectes où tout le monde est réuni, eh bien vous allez réunir les prédateurs et les prédatés et ça risque d'être compliqué. Et alors d'après toi, quelles seraient les meilleures plantes pour attirer ces précieux pollinisateurs ? Ouh, le choix est vaste, Ingrid. Alors on peut citer la lavande, on peut citer, j'aime beaucoup les marguerites, j'aime beaucoup les astères en automne aussi. Oui, le pissenlit aussi. Le pissenlit en début de saison, tout à fait, une très très belle plante qu'on a tort de retirer de nos jardins. On peut aussi parler du sédum qui attire beaucoup les papillons, mais pas seulement. Oui, dans mon jardin par exemple j'ai mis de la menthe, ça attire énormément. C'est parfait aussi. On peut penser à des plantes qui fleurissent très tôt au printemps, comme les saules par exemple. Les bourdons vont être les premiers à pouvoir se nourrir dessus, dès qu'ils sortent. Oui, le but c'est vraiment de varier le type de plante. Et les périodes de floraison, effectivement. Ce qui fait qu'on va avoir des fleurs finalement sur une grande partie de l'année qui va servir à tous les pollinisateurs. C'est bon à savoir. Est-ce qu'il y a des erreurs courantes que les jardiniers doivent éviter ? Alors déjà, avoir un jardin trop propre. Un jardin trop propre et impropre à la vie. Évidemment, on va bannir l'utilisation de pesticides, ça c'est sûr. Mais surtout, on va aussi éviter de sélectionner des plantes qui ne sont pas du tout adaptées à notre région. Parce qu'en fait, les insectes chez nous ont coévolué
avec les plantes indigènes, c'est-à-dire les plantes de chez nous. En gros, l'insecte a évolué de façon à pouvoir butiner tel ou tel type de fleurs sur une espèce bien donnée. Si la plante disparaît, l'insecte disparaît. Si l'insecte disparaît, la plante disparaît. C'est ce qu'on appelle la coévolution. Et c'est pour ça qu'il faut laisser un peu la nature revivre dans son jardin. C'est-à-dire laisser pousser, par exemple, les pissenlits, les pâquerettes dans son jardin. Effectivement, quelques petites fleurs sauvages comme ça par-ci par-là, c'est très joli, c'est très utile et ça n'embête personne. Merci Olivier pour ces précieux conseils. Avant de conclure, as-tu un dernier mot pour nos auditeurs? Alors n'oubliez pas que chaque jardinier, quel que soit son niveau, quel que soit son jardin, même sur une terrasse, eh bien il peut contribuer à sa petite échelle à soutenir ces créatures vitales que sont les pollinisateurs. Votre jardin sera non seulement plus beau, mais aussi plus productif et écologiquement sain. Car il faut bien l'avouer, le constat est alarmant concernant les insectes pollinisateurs chez nous, pas que chez nous d'ailleurs. L'agriculture intensive et l'urbanisation ont conduit à la destruction des habitats naturels, comme les zones humides, les arbres, les haies, les prairies, etc. Ce qui implique qu'en moins de 30 ans, la masse des insectes volants a diminué de 70%. C'est vraiment énorme. Effectivement, le changement climatique n'est pas pour rien non plus, et l'introduction d'espèces exotiques parfois invasives bouleverse ces interactions plantes-pollinisateurs. Comme le frelon asiatique par exemple. Et oui, et donc c'est effectivement l'introduction d'un nouveau prédateur qui chamboule un petit peu nos écosystèmes. Eh bien, merci Olivier, et merci à vous tous d'avoir écouté. Rejoignez-nous la semaine prochaine pour un autre épisode passionnant sur le jardinage. À très bientôt. Au revoir, à bientôt.